Juste avant qu'on vous laisse la parole pour poser quelques questions ou proposer quelques réflexions à haute voix, pour revenir un peu à ce qu'on se pose comme question à Terre de Liens, en fait, la vraie question, ce serait peut-être à qui les semences ne doivent-elles pas appartenir, si on veut être plus juste, parce qu'on parle de biens communs, on parle de vivants, et on s'interroge donc à quelle nature d'agriculture on pense et quelle agriculture on veut voir vivre. Donc la deuxième question, ce serait peut-être de savoir à un moment si on laisse aux agriculteurs on laisse aux agriculteurs entre eux la question de la légitimité et de la légalité. Et peut-être qu'on peut s'interroger ensemble, est-ce que on doit rester dans la légalité alors qu'on sent que c'est illégitime? Donc on est à un démarrage de questionnement dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites avec le centre de ressources génétiques, avec différents paysans qui ont semé des blés chez eux pour les multiplier, qui ont commencé un peu ce travail, que ce soit avec des blés, mais il y a aussi Cocopelli, il y a aussi différentes associations qui travaillent qui œuvrent plutôt à disséminer illégalement, mais légitimement de la diversité. Donc la question qu'on se pose en tant que citoyen, peut-être, c'est à quel niveau ça me concerne et comment je peux penser cette ouverture d'esprit. On parle d'agriculture, mais tout à l'heure, on a prononcé différents mots pour préciser ce qu'est l'agriculture, et parfois on parle d'exploitation. Et ça, c'est un vocabulaire qui a évolué aussi avec l'intensification depuis la guerre. Avant, on parlait de ferme. Et si on parle du mot exploitation, ça révèle aussi quelque chose de fort. Pour dire une vache, aujourd'hui, on entend un droit à produire. J'ai 50 droits à produire. J'ai entendu un paysan encore dire ça l'autre jour. J'ai pas compris tout de suite qu'il parlait de vache. Faut faire cogiter son imaginaire quand même. Et l'exploitation, quand on utilise ce mot, on sait qu'il y a des exploiteurs et des exploités, et on sait que ça finit toujours mal dans ce cas-là. Donc, on sait aussi que souvent, l'exploité, c'est le paysan dans l'histoire. Donc, si on veut, nous, en tant que citoyens, se positionner sur cette question et permettre de changer un système, c'est aussi s'interroger, est-ce que le vivant doit appartenir à quelqu'un ? Et est-ce que dans le modèle d'agriculture, il n'y a pas une ouverture qui puisse être une solution à ça? Alors il n'y a pas une solution, mais quand à Terre de Liens, on parle d'accompagner des paysans à l'installation, on espère et on valorise plutôt on pourrait dire des fermes, des organismes vivants, dont la propriété, enfin dont l'accès n'est pas conditionné à la propriété. De même que les semences. On pense que les agriculteurs, enfin en tout cas je parle en mon nom, mais on est plusieurs à partager cette idée qu'un agriculteur est un passeur, alors un passeur d'espoir, de vie, de diversité, et puis quand on parle de sculpteur du paysage, quand on parle de vie en milieu rural, c'est toute une idée derrière ça qu'on nomme un peu sous le vocable économie ou agriculture paysanne. Parce qu'on pense qu'un paysan doit pouvoir vivre et travailler au pays. C'est-à-dire qu'il va faire vivre des gens avec les semences qu'il fait, qui ne vont pas directement aller en coopérative, enfin, quoique ça peut être une possibilité, en tout cas qui ne vont pas d'abord servir à nourrir des animaux ou des tracteurs, mais qui vont permettre d'alimenter des êtres humains. Et on tend vers une forme de modèle qu'on pourrait qualifier d'autonome et solidaire, qui permettent aux paysans de transformer, de valoriser lui-même sa production. Alors par exemple, quand on parle de variétés anciennes de semences, de blé ou d'autres productions, on n'essaye plus forcément d'atteindre les mêmes quantités de production, on n'est plus sur un rapport quantitatif, on essaie d'envisager les choses de manière qualitative. Et ça se fait pas tout seul dans le milieu paysan. Alors moi, je suis en train de chercher des terres, ce qui n'est pas évident. Je suis en cours d'installation et je me rends bien compte qu'à partir du moment où on parle qualité, on est exclu de toute une partie du discours agricole, ou en tout cas d'une partie de la population agricole. On est tout de suite regardé d'un œil bizarre en se disant ça va dériver vers... forcément, on va entendre le mot bio à un moment donné.
c'est pas un hasard quand même. Si aujourd'hui on parle d'appropriation et de désappropriation, c'est qu'aussi ça conditionne beaucoup pour le paysan qui s'installe. Voilà, donc quand on parle d'agriculture paysanne, je pense que c'est important de le dire aussi par rapport à ces semences et à l'appartenance, c'est qu'on parle d'autonomie, le conditionnement, enfin tout ce qui est fait aujourd'hui dans le conditionnement politique ou qui oriente la manière de penser des agriculteurs va jusque dans les subventions où aujourd'hui ils parlent de, tout le monde sait ce qu'est la PAC, la politique agricole commune. C'est 25% du budget européen qui s'en va, qui est utilisé pour subvenir aux besoins des agriculteurs dont la production ne suffit plus à les faire vivre. Et donc, peut-être qu'à un moment, on peut s'interroger sur on peut se dire qu'un paysan, s'il ne vit pas de sa production, il y a peut-être un problème quelque part. Tout le monde ici, alors peut-être vous travaillez tous en ville, peut-être pas, mais je ne sais pas qui ne vit pas de son salaire. Il y a un problème à partir du moment où un paysan travaille et il ne vit pas de sa production. Voilà, donc juste pour vous dire qu'au niveau de Terre de Liens, quand on parle d'agriculture, on parle de cette agriculture qui est autonome, qui permet de faire vivre son paysan, qui nourrit la population et qui valorise la production qui est faite. Alors, je connais mieux la production boulangère. J'ai commencé au pain pour arriver à me poser la question du grain, mais il y a des maraîchers, il y a tout type de production est concerné. Et nous, en tant que consommateurs, en tant qu'humains qui mangeons, on peut aussi peut-être se poser cette question-là de désappropriation du vivant en participant à alimenter, enfin en tout cas quand on dit qu'un porte-monnaie est un bulletin de vote, je pense qu'on sait de quoi on parle. Voilà, on ne va peut-être pas préciser maintenant, mais il y a tout un tas de revues dans le fond de la salle sur les associations qui existent en France et puis sur ce qui s'est déjà fait. On est peut-être au démarrage d'une nouvelle dynamique qui est portée par l'ADEAR, c'est l'organisme de formation de la Confédération paysanne dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui met en place un travail de répertoriation qui a déjà été commencé par-ci, par-là, pour essayer de recréer cette diversité. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à le manifester, peut-être sur la liste au fond de la salle ou en venant nous voir. Voilà, tout s'ouvre et il y a peut-être de quoi faire. Je repasse la parole à Bernard, peut-être sur Graines de Noé. Et puis après, si vous avez des questions, on peut en reparler. Oui, qu'est-ce que tu voulais que je dise sur Graines de Noé? Eh bien, peut-être nous inspirer. Alors, on se demande comment on peut vivre devant les pouvoirs financiers comme Monsanto. Figurez-vous que j'ai vécu une expérience, j'ai eu la chance de la vivre, savez-vous, dans la guerre d'Algérie. J'étais un des premiers appelés à la guerre d'Algérie. On était armés jusqu'aux dents. On avait des grenades, des balles partout, on avait tout ce qu'il fallait. Et en face de nous, tenez-vous bien, on avait des fusils de chasse. C'était les paysans avec leurs fusils de chasse. Eh bien, je peux vous dire qu'ils nous ont fait trembler et ils nous ont foutus à la porte. Avec leur flux. Ça, il n'y a peut-être pas eu que ça. En attendant, pourquoi? Parce qu'ils étaient chez eux et sur leur terrain. Et nous, si on veut réussir devant ce pouvoir financier qui se octroie la semence, eh bien, je dois vous dire, qui est sur le terrain? C'est nous, les paysans, mais vous aussi, mes chers amis, qui avez des petits jardins. Parce qu'il faut que vous sachiez que le petit carré de jardin que vous avez, comme le pot de fleurs que vous avez chez vous, c'est ce que j'ai dit à Paris une fois, même sur vos balcons parisiens, vous pouvez semer du blé. Et le blé que je vous ai emmené de la part de Graines de Noé, où je vous ai préparé des petits sachets, eh bien vous ne savez pas, il faut occuper le terrain avec les forces de vie que nous avons dans la semence. Parce que la semence que je vous ai emmenée, c'est la semence d'origine de l'engrain, de toutes les anciennes variétés qui sont là. Et les forces de vie sont là, elles ont des millénaires, elles sont beaucoup plus anciennes que Monsanto. Et ces forces de vie-là, si on les met en terre, si vous les mettez en terre, en ville,
à Lille, dans la campagne, dans vos petits jardins, qu'elle soit mise sur une ferme de 1000 hectares, ou sur un carré de terre comme ça, il faudra mettre qu'un grain quand même, hein, parce que là, ça ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sur 1 mètre carré, le petit sachet, vous regardez, la mode d'emploi est dessus. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut occuper le terrain. On ne va pas se mettre à faire la guerre. Il faut arrêter avec ces équilibres de force d'entrée. On ne fait pas le poids, ils ont le fric. On s'en fout de ça. Mais les forces de vie, mes chers amis, c'est nous qui les avons. Chacun de nous, les citoyens. Alors, je vous ai emmené ces petits sachets-là, vous les semez sur 1 mètre carré. Et vous obtiendrez le bouquet de blé qui est en photo sur le côté. Vous voyez, il y a une photo, vous obtiendrez ce bouquet de blé-là. Et puis vous le regarderez, si vous voulez, votre petit carré de blé. Vous le regarderez avec beaucoup d'amour tous les jours. Et puis votre bouquet de blé, il va orner votre pièce, votre maison. Et c'est ça, voyez-vous. L'exode rural nous a coupé de nos propres racines. Il faut remettre la vie là où elle est. Vous comprenez ça? Et si on y met beaucoup d'amour, Monsanto, mes chers amis, ne font pas le poids dans le temps. Une toute petite parenthèse quand même, excusez-moi, puis je n'y pense pas parce que ce n'est pas mon truc, mais je les ai faits, je les ai pris à la sauce. Je dis, ben voilà, j'amène chaque fois que je me déplace. Alors, je vous mettrai une petite boîte, si vous voulez mettre une petite participation, la vôtre, celle que vous pouvez, pour la sauce, parce que le travail que nous faisons, ça n'est qu'avec du bénévolat, si vous voulez. C'est clair, c'est comme ça que ça marche. Garde le micro, Bernard. Moi, je voulais juste te poser, je ne sais pas si vous m'entendez, combien d'agriculteurs participent à Graines de Noé? Et est-ce que vous vous rencontrez physiquement voilà, comment ça s'organise vraiment? Vous savez, je vous ai expliqué, c'était difficile de réunir le monde paysan. Vous voyez la difficulté qu'on a eue, puisqu'on vient de semer quand même pour la 14e année. Et ça n'est que depuis 3 ans, on vient de faire notre Assemblée Générale. Hier, c'est la 3e année de l'Assemblée Générale, c'est la 3e année que vous voyez. Eh bien, vous voyez, on a été pendant 10 ans, mais pendant nous, c'est la 3e année, enfin, on a été pendant 10 ans sans que ça intéresse les paysans. En Bourgogne, je parle, parce que c'est des producteurs, ce sont les céréaliers, comme je vous ai expliqué. Et puis, vous voyez, maintenant, alors, il faut leur faire développer ce sens de l'observation et puis leur faire accepter ces blés-là. Et hier, j'ai entendu, oh, dis donc, en fait, les blés que tu nous as filés, mais ils sont verts comme poirés, on croirait qu'ils ont reçu de l'azote. Par rapport au blé moderne, parce que nos semenciers, il faut savoir, j'ai parlé avec nos semenciers, moi, quand j'ai commencé la reconversion, avec M. le maire des Fontaines, qui est de ma génération. J'ai dit, monsieur le maire, dites, je découvre les anciennes variétés que j'avais oubliées, parce que c'était de ma jeunesse. Mais on va retravailler dessus. Monsieur Arnaud, ce qu'on a fait il y a 40 ans, on ne va pas le recommencer. Ah oui, mais je dis, écoutez, nous sommes de la même génération. Ce que vous avez fait il y a 40 ans, je le sais, c'est pour l'ammonitrate que vous avez créé ces variétés-là, puisque vous les avez nanifiées. D'abord nanifiées pour les récolter avec la moissonneuse lieuse, vous voyez. Il fallait simplifier, parce que ça faisait des gerbes qui ne se tenaient pas bien. Mais avec l'azote, vous avez été encore obligé de plus nanifier. Donc maintenant, il faut revoir la sélection autrement. Il me dit non, non, on ne recommencera pas. Alors j'ai compris que nous ne pouvions pas travailler avec les semenciers, mais il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est on va adapter les variétés modernes à la bio. Mais on ne reviendra pas en arrière. Ça, donc, je le savais. Et à partir de là, ça nous a vraiment motivés pour nous, Graines de Noé, et puis l'ensemble du réseau. Mais moi, j'ai voulu faire la démarche parce que j'étais chez le maire des Fontaines, parce que pour quelle occasion? Parce que ça m'emmène de rencontrer une multitude de gens que je fais bien attention d'aller rencontrer, justement, vous voyez, pour travailler ça. Et ça, il faut faire attention, il faut être très à l'écoute, parce que l'enseignement nous est donné quelque part, mais il faut être curieux et à l'écoute, parce qu'on a la réponse nous est donnée quelquefois par des gens qui ne sont pas du tout du métier
Et il faut savoir écouter des fois ce qu'on appelle les petites gens. Parce qu'elles sont canal d'une énergie, il faut être à l'écoute de tout. Et si on est à l'écoute de tout, c'est comme ça qu'on réussit, voyez-vous. Ça, c'est d'une simplicité. Dans la vie, les choses sont tellement simples. Mais avec notre intellect, on va tellement chercher des choses compliquées, voyez, alors que c'est tout simple, la vie. Parce que la vie, elle est là, vous voyez. C'est tout simple, elle est là. Puis on va la chercher ailleurs, quelque part, alors qu'elle nous entoure tout le temps. On est débordé, si vous voulez, de cette vie qui nous anime tous les jours. Et c'est ça qu'on travaille avec les semences. Vous voyez un peu le dynamisme que ça m'apporte, quelque part. Tu as parlé de l'exploitation agricole, bien sûr, mais tant qu'on parle de l'exploitation agricole, on devient un exploitant agricole, on exploite la terre, oui, puis on exploite le copain, bien sûr. Alors que j'ai découvert, savez-vous ce que j'ai découvert, moi? Après 55 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard, j'ai découvert l'agriculture, l'art de travailler la terre. Et là, c'est un autre métier, je vous assure, et c'est la véritable ouverture sur la connaissance de la nature. Peut-être sur cette question du retour aux variétés anciennes ou pas, est-ce que ça serait une régression? Il faut poser la question aussi du point de vue du consommateur et de la santé, et de la question des gluten qu'on trouve dans le blé et dans le pain. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten ou intolérants. Les maladies cœliaques, c'est des centaines de milliers de personnes en Europe. Il y a une recrudescence de ces intolérances et allergies, et on ne sait pas bien d'où ça vient. Il n'y a pas d'études épidémiologiques absolument convaincantes là-dessus, mais il se trouve qu'en parallèle, toute l'histoire de la sélection du blé a été faite pour sélectionner des blés avec des gluten très costauds, très élastiques, que ça puisse résister à des pétrissages de plus en plus intensifs dans une pratique boulangère qui se mécanisait et qui se simplifiait. Et donc, pour avoir les inscriptions au catalogue, il fallait avoir ce qu'on appelait une force boulangère, qui était peut-être de 60 ou de 80 pour les variétés des années 30, et qui est aujourd'hui de 200 ou de 240. Donc on a sélectionné des protéines du gluten, des gluténines et des gliadines, qui sont des espèces de grosses protéines très costauds qui sont très élastiques et qui vont enfermer les bulles pour avoir un pain léger qui est trop sec et qui est plus bon au bout de 24 heures dans la baguette. Ces protéines-là sont très grosses et très indigestes et sont probablement liées au problème d'intolérance ou d'allergie au gluten. Et là, du coup, pour le coup, c'est hyper important d'aller se ressaisir de ces variétés anciennes qui ont d'autres gluten de qualité totalement différente pour des raisons de qualité alimentaire, sans parler des oligo-éléments, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas concevoir, c'est ça, dans le modèle de modernisation, on a l'impression que ce qui était du passé, c'était dépassé. Il y a une flèche du progrès unique, et tout ce qui a plus de 20 ans est périmé, ne vaut plus rien, et on les radie du catalogue. Non, en fait, dans le passé, dans des variétés du passé, il y a des ressources, il y a des sources d'inspiration, il y a des variétés qui sont très belles et qui inspirent certains agriculteurs. On reprend des blés barbus, par exemple, qui n'étaient plus très à la mode parce que dans les moissonneuses, c'est moins bien. Il y a des paysans qui développent des inspirations poétiques. Il y a des consommateurs qui peuvent avoir des goûts très différents et qui se mettent à s'intéresser aux variétés de blé comme on peut s'intéresser aux variétés de tomates ou aux cépages de vigne. Et donc il y a aussi, quand tu disais qu'il y a une resensibilisation de l'agriculteur à son environnement, des qualités d'observation, je pense que c'est valable aussi pour nous consommateurs. C'est-à-dire qu'on doit réapprendre à goûter ce que c'est que du bon pain et à en profiter et à pouvoir en parler, à développer toute une culture alimentaire qui valorise la diversité également, quoi.
C'est réapprendre à mettre de la sensibilité à la fois dans le goût et à la fois dans l'observation de l'agriculteur. Et le plus drôle peut-être par rapport à ça, c'est qu'on est maintenant quand même une bonne série de boulangers en France, mais ailleurs aussi, qui soient paysans, meuniers, boulangers, ou simplement qui panifient le pain au levain, parce que c'est souvent conditionné à ça aussi. C'est que tous ces paysans, toutes ces personnes-là font du pain avec des blés non panifiables, qui sont qualifiés non panifiables. Donc c'est assez drôle parce qu'on prouve l'inverse de ce que l'industrie a voulu nous faire croire. Voilà. On vous passe le micro. Peut-être avant de vous laisser poser les questions, j'en avais une dernière, plus par rapport à l'actualité, peut-être Christophe ou Bernard. Est-ce que l'INRA se positionne, enfin c'est pas vraiment son rôle de se positionner, mais est-ce qu'il y a un discours quand même à l'INRA pour faire changer un petit peu la tendance, ou est-ce que dans la PAC qui arrive là, il y a quelque chose qui peut aussi faire espérer Alors oui, je suis chercheur associé à l'INRA également, mais je me retrouve parfois à témoigner contre l'INRA, notamment quand je suis appelé comme témoin au procès des faucheurs, et notamment le procès du fauchage d'une vigne OGM à Colmar, ça devait être en 2010, où il va y avoir le procès en appel début juillet, où je vais me retrouver à témoigner contre mon propre organisme où je suis rattaché. Ce que j'explique aux juges, c'est que l'INRA, c'est un paquebot. Sur ce paquebot, il y a quelques chercheurs très intéressants qui travaillent avec le réseau Semences Paysannes, qui s'intéressent à l'agroécologie, etc. etc. Mais c'est un paquebot qui ne change pas de direction très vite. Et par exemple, on s'était amusé à... Par exemple, la France et l'INRA sont quasi lanterne rouge juste devant le Luxembourg et la Pologne en Europe sur la recherche pour l'agriculture bio. On s'était amusé à calculer un indicateur qui regardait la part de la France dans la recherche sur l'agriculture bio divisée par la part de la France sur l'ensemble de la recherche agronomique. En gros, dans toutes les disciplines confondues, la France publie à peu près 5% des publications mondiales. Et donc si cet indice est égal à 1, ça veut dire que l'agriculture bio a une place normale dans le système de recherche. Si on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'il y a un vrai effort pour prioriser l'agriculture bio dans les recherches ou l'agroécologie. Et si on est en dessous de 1, si on est en dessous de 0,5, on est à quelque chose qui est très marginalisé et où on peut dire que les agriculteurs bio sont orphelins de recherche en France. Et c'est le cas. On est à 0,5 en France contre 7,5 au Danemark, par exemple, qui est le pays qui a vraiment mis le paquet en termes de recherche sur les agricultures écologiques. Donc effectivement, il y a un retard français, il y a une inertie de l'INRA en tant que paquebot, ce qui ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des tas de chercheurs passionnés, ouverts, qui sont prêts à dialoguer avec des paysans chercheurs comme Bernard. C'est quand même une grande nouvelle, ça, qui est dite, voyez, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de la Terre, puis vous avez un scientifique, vous avez un chercheur. Et c'est ça qui est génial, voyez. Parce que moi, j'ai travaillé comme paysan, moi, j'aurais aimé faire... Attends, ça marche pas. C'est bon? Oui. Moi, comme paysan, vous voyez, j'aurais aimé faire des études, puis mon père, comme il avait été prisonnier, il m'a fait revenir à la Terre. Ça m'a toujours... cette demande d'envie d'apprendre, voilà. Et c'est pourquoi j'ai appris plus tard, quand j'ai terminé ma vie professionnelle à 55 ans, j'ai fait un peu le tour, c'est pourquoi j'ai cherché, c'est la curiosité, c'est pourquoi on a reconverti la ferme, et que j'ai pu découvrir une autre agriculture. Et ce qui m'a manqué en travaillant avec les techniciens, vous voyez, c'est que j'aurais aimé travailler avec la recherche quelque part, mais à cette époque-là, ils étaient dans leur laboratoire, on ne les voyait jamais. C'était les techniciens qui faisaient la communication. Et puis maintenant, regardez, eh ben, on est ensemble. Et puis à Dijon, je travaille avec Silvio Gianinazzi qui travaille sur les mycorhizes. Et puis avec Isabelle Gordin-Japaré qui travaille sur la génétique, non hein? Oui, voilà. Mais c'est une ouverture considérable. Alors, ils sont nombreux.
Ben non, ils ne peuvent pas être nombreux. Parce que d'abord, dans le consommateur, il n'y en a pas si nombreux que ça à consommer vraiment la bio. Si tout le monde en consomme, il est dit sur le journal que il y a un gros pourcentage qui en consomme, mais une toute petite quantité, c'est parce qu'on va quand même goûter, quoi. Ben oui, ça va, parce que c'est dans les grandes surfaces, on va quand même goûter. Et puis les paysans, mais quel pourcentage on est en bio? Eh bien, les chercheurs, c'est pareil. Il y a un petit pourcentage, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ils sont là et qu'ils existent. Mais ils sont obligés de se camoufler, parce qu'ils risquent de se faire virer. Ça se comprend, vous comprenez? Il faut être discret, il n'y a rien à foutre. Mais ils ont un sacré mérite de venir ici, entendu qu'ils sont payés par l'INRA. Et on m'a reproché, moi, même de mon assoce, de travailler avec Silvio Giannidasi, qui est sur les mycorhizes. Il s'est monté son entreprise. Ah, tu vas te faire avoir, tu travailles avec la recherche. Les bureaux, on a des bureaux anciennement de l'Hydra qui ont été rachetés par les grands dirigeants pour y mettre les technologies de pointe. Ben, je dis, ça ne vous va pas que Graines de Noé en soit des technologies de pointe? Mon association, Graines de Noé, qui me dit ça. Comment tu vas te faire avoir, Bernard? Ben, je dis, pas du tout. Mais si nous sommes revenus dans les technologies de pointe, c'est une preuve qu'on entre dans les technologies modernes. Mais il faut dépasser ça pour soi. Et vous voyez le travail qu'on a à faire, même nous, à SOS, avec nos paysans bio, pour leur faire accepter, comme je vous ai dit, les anciennes variétés. Mais ça y est, c'est parti, parce qu'on leur a mis des multiplications chez eux. Puis, ah, dis donc, c'est eux qui... Ah, comment savoir les retours, c'est eux. Puis maintenant, comme on a voulu avoir des associations, on a une responsable d'association dans notre CA, qui, elle, anime à Dijon comme à Lille, vous le faites peut-être, qui anime justement des associations de consommateurs, et puis on y va, on contribue à tout ça. Donc le consommateur, il est demandeur. Alors je leur ai dit, écoutez, on vient de vous placer une multitude de populations qu'on a préparées en blé, population précoce, population tardive, population bourguignonne, population régionale, population nationale, en enrichissant avec des blés allemands, avec des blés autrichiens, avec des blés suisses, tout ça, on enrichit toujours tout ça. J'ai dit, attention, les gars, hein, il va y avoir de la demande parce que les consommateurs, on le prépare. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, on va le trouver, le blé. Mais il y a parce qu'en général, les autres semences paysannes, vous expliquez, c'est des petites structures qui vont du consommateur, qui vont du blé au pain, vous comprenez, sur la même ferme. Mais il faut que ça se développe dans les grandes surfaces, et ça, c'est notre travail qu'on est en train de faire. Mais, je dois vous dire que nous avons besoin de vous, de nous tous consommateurs, parce que même le producteur, il est consommateur aussi, il faut qu'on entre dans le jeu. Et si nous, on ne le fait pas dans nos régions, et par exemple, vous ici à Lille, si vous ne le faites pas dans votre région, il y en a qui vont le faire, quand ils vont découvrir que ça marche, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et ça, on ne risque pas la concurrence de qui que ce soit, parce que c'est de l'artisanat, ça, parce que la sélection massale, c'est nous qui devons la faire. Je pensais que c'était le paysan qui allait la faire. Non, je crois que, voyez-vous, j'ai compris maintenant, au bout de quelques années, qu'au bout de 3 ans, je me dis non, dans notre région, je ne pense pas que le paysan il est prêt à faire sa sélection massale chez lui. Il faut que notre association, vous voyez, c'est une découverte. Hein. Pour moi, je pensais apprendre aux paysans observer. Oui, il peut, mais faire sa sélection massale comme on doit la faire. Il faut que ce soit nos associations qui le fassent. Vous voyez. Mais avec les paysans, mais il y a tout un enseignement à donner de base. Vous voyez ça. Et ça, c'est notre travail. Mais on a besoin de tous. Il faut qu'on évite de se tirer la bourre. Vous voyez. C'est dépassé, ça se tirer la bourre entre nous. C'est entre nous. Vous voyez, il faut qu'on essaye de se comprendre. C'est grâce à notre différence de pensée qu'on va d'accepter la différence de nos pensées. Vous voyez. Il faut qu'on arrive à nous accepter dans nos différences, mais ne pas toujours chercher chez l'autre. Oh, t'as vu celui-là? Non. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a de bon chez l'autre, vous comprenez? Parce que c'est avec le bon de la personne qu'on fait quelque chose. C'est pas avec la merde qu'on se traîne. Excusez-moi, mais en somme, c'est comme ça. Vous comprenez ça? Il faut travailler avec le positif, parce que la vie, c'est quelque chose de positif. Et qu'est-ce qui me fait vous parler comme ça? C'est les forces de vie, mes chers amis, sachez-le.